Donc après donc une dimension analytique, on va retourner à une dimension plus prescriptive avec Monsieur Verhaeghe, qui va nous montrer maintenant comment, malgré l'ampleur des contraintes qui pèsent sur les élites dirigeantes et puis qui engendrent parfois effectivement ce sentiment d'impuissance dont on vient de parler, il faut lutter contre la tentation de la déresponsabilisation. Et comment faire pour lutter contre cette tentation de la déresponsabilisation en refondant l'éthique de la responsabilité sur une éthique de la décision. Donc une éthique que vous allez maintenant nous expliciter et sur laquelle on pourra par la suite échanger. Merci. Alors c'est vrai que je suis venu vous parler de l'éthique de la délibération et de l'éthique de la décision dans les élites, qui me paraît un sujet central, parce que le mot a été prononcé tout à l'heure, les élites sont quand même ce qu'on appelle les élites aujourd'hui. Très largement, ce sont les acteurs d'une technostructure qui est obsédée par des problèmes d'expertise, de savoir, de connaissances, de statistiques, et qui a, à mon sens, à tort, délaissé de côté la question de l'éthique, c'est-à-dire comment je dois me comporter face aux problèmes et face aux difficultés que je rencontre. Et cette question de l'éthique, qui est une question platonicienne, ça fait quand même plus de 2000 ans, bientôt 2500 ans que nous nous la posons. Cette question de l'éthique, elle a été abandonnée par les élites depuis que la technostructure s'assume de plus en plus comme une grande machine à produire de la politique économique, de la croissance. Et ce délaissement de la question de l'éthique me paraît une grave erreur. Alors, plutôt que de la poser de façon totalement abstraite, je voudrais vous dire d'où je suis parti et dans quel contexte j'ai souhaité poser cette question de l'éthique de la délibération et de la décision dans les élites. C'est que je suis parti d'un souvenir très précis que j'ai, puisque moi j'ai fait un passage, j'ai travaillé dans la fonction publique, j'ai été haut fonctionnaire, comme on dit. Et ensuite, je suis passé, pour des raisons d'une improbabilité statistique totale, dans le monde patronal, où je suis devenu négociateur de conventions collectives pour les assureurs. Et ensuite, et en même temps d'ailleurs, j'ai détenu 42 mandats dans des conseils d'administration au titre du MEDEF, et j'ai notamment assumé la présidence de l'APEC, j'étais administrateur de la CNAV, de Pôle emploi, de l'ACOS, de l'AGIRC, de l'ARCO et d'autres animaux encore plus curieux dans le monde paritaire. Et j'ai un souvenir très précis d'une commission des relations sociales que nous avions au MEDEF en 2009, c'est-à-dire 6 mois après le début de la crise des subprimes. Alors, j'avais mis pas mal la main à la pâte dans un tas de réformes, notamment la réforme de la représentativité syndicale. Au titre de mes mandats, j'avais lutté pour que, et lutter, le mot n'est pas faible, pour que le MEDEF dégage une majorité favorable à une réforme de la représentativité des syndicats qui les fonderait sur l'élection depuis la base et non plus sur une décision gouvernementale, puisque vous savez que la représentativité des syndicats en France dépend d'une décision qui a été prise par arrêté ministériel en 1966. Et que la réforme de 2008 a permis d'inverser fondamentalement ce mouvement, même si on n'est pas au bout de la réforme. Donc 2009, j'ai un souvenir très précis d'une discussion sur est-ce qu'il faut, Nicolas Sarkozy souhaitait ouvrir une négociation, souhaitait que les partenaires sociaux ouvrent une négociation interprofessionnelle destinée à amortir les effets économiques de la crise ou quelque chose de ce genre, et qui était destinée à donner l'illusion qu'on faisait quelque chose pour réagir. Et j'ai un souvenir très précis de la position de mon collègue qui représentait la Fédération du commerce et de la distribution, qui était un garçon vraiment adorable, qui était DRH du groupe Métro, pour ceux qui connaissent Métro, et qui dit « Dans la distribution, c'est très simple. Les actionnaires n'accepteront jamais de réduire leurs dividendes pour augmenter les salaires ou pour sauver des emplois. Donc la seule règle, c'est on protège les dividendes, et s'il faut mettre tout le monde au chômage, on mettra tout le monde au chômage. » Et c'était dit très clairement. Alors, si vous voulez, quand vous êtes dans une séance de ce genre, il faut s'imaginer une quarantaine de personnes autour de la table, vous posez à un moment donné une question éthique, qui est quel est mon positionnement moral, personnel, par rapport à une décision collective qui va être prise, et dont les fondements potentiels, que je ne caricature d'ailleurs pas, sont de dire il y a un ordre
de décision dans la société que nous privilégions et nous allons nous y ranger ou pas. Et je pense que cette question morale, elle est extrêmement importante dans les organisations d'aujourd'hui pour ce qu'on appelle les élites. Alors, je vais mettre dans les élites à nouveau les gens de la technostructure, c'est-à-dire pas les propriétaires, pas forcément les vrais décideurs que sont par exemple dans le monde des élus un président de la République. Je mets entre guillemets les soutiers que nous sommes, c'est-à-dire des gens qui sont en position de responsabilité, mais qui ne sont pas le dernier maillon de la chaîne de décision. Et il me semble qu'il y a un enjeu aujourd'hui pour cette catégorie qu'on appelait sous l'Ancien Régime la noblesse de robe. Il y a un enjeu pour cette catégorie sociale aujourd'hui à se dire quelle est l'éthique de la décision que nous pratiquons. Non pas pour dire nous sommes obligés d'endosser des décisions que nous ne partageons pas ou que nous contestons, mais pour dire nous savons bien que même si nous ne partageons pas cette décision et que nous le disons, ça ne changera rien à cette décision. Car les processus de décision sont aujourd'hui très largement collégiaux ou collectifs. Et le sujet n'est plus de savoir si nous sommes pour ou contre, le sujet est de savoir comment nous faisons pour influencer la décision collective et comment nous nous positionnons, quelle posture nous prenons dans ce réseau de décision, ce réseau d'influence où nous vivons, quelle posture nous prenons pour obtenir une influence favorable à nos convictions personnelles. Alors, si vous en êtes d'accord, je vais surtout concentrer mon intervention sur ce que je crois être les fondements d'une éthique de la délibération pour les organisations, pour la technostructure. Mais je voudrais commencer par deux petits éléments de ce que j'appellerais une phénoménologie, pour utiliser des termes stratosphériques, une phénoménologie de la délibération aujourd'hui. C'est que lorsque le responsable, le membre de l'élite, le cadre dirigeant, est confronté à une situation où il doit arbitrer entre ses convictions personnelles et la nécessité dans laquelle il est d'endosser une décision collective qu'il ne partage pas. Mais il sait que pour des raisons structurelles, il ne peut pas s'en désolidariser, en tout cas pas n'importe comment. Je crois qu'il y a une première démarche à avoir, c'est de comprendre quelles sont les contraintes qui pèsent sur l'organisation. Et nous savons aujourd'hui que structurellement, les cadres dirigeants, l'élite, elle est soumise probablement à deux grands types de contraintes. Premier type, c'est une contrainte très paradoxale, qui est à la fois celle du resserrement des lieux de décision et celle du ce que j'appelle la comitologie, c'est-à-dire la dilution des responsabilités individuelles. Alors, le resserrement des décisions, c'est quoi? C'est qu'on voit bien, et c'est ceux qui ont lu Marx quand ils étaient jeunes, ce qui est sans doute le cas de tout le monde ici, et qui l'ont appris par cœur, tout le monde sait qu'en phase de crise, forcément, la violence des rapports de force sociaux s'exacerbe. Et aujourd'hui, nous sommes très clairement dans une situation où la logique des rapports de force devient de plus en plus antagoniste. Et il y a très largement une concentration des décisions du côté des élites de la technostructure autour d'une logique de pouvoir de plus en plus rigide et de plus en plus contraignante. C'est, dans les entreprises, le cas du pouvoir des actionnaires. Jamais auparavant, les actionnaires n'étaient autant entrés dans la vie des entreprises et dans les décisions exécutives des entreprises, jusqu'à exiger une rentabilité extrêmement forte du capital et obliger, moi je suis dans le secteur de l'assurance, on me parlait d'une compagnie étrangère, car les compagnies françaises sont évidemment très bien gérées, une compagnie étrangère qui, sous l'influence des actionnaires, et pour faire augmenter le cours de l'action, et d'ailleurs ça a marché, c'est petit à petit dépouillé de toutes ses provisions techniques. Parce que les actionnaires disent, s'il y a de l'argent dans les tiroirs, pas la peine de le garder pour faire face aux mauvais jours, à une catastrophe naturelle, vous le mettez directement dans les dividendes parce que nous voulons des dividendes. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a un pouvoir des actionnaires qui a tendance à resserrer de plus en plus les lieux de décision et la marge de manœuvre dont les cadres dirigeants disposent dans leur pratique au quotidien. Et en même temps,
C'est la particularité de cette injonction paradoxale de l'évolution du pouvoir, ce que j'appelle, quand je veux faire de la polémique, la réaction nobiliaire de notre époque. En même temps, nous vivons une espèce de manie de la comitologie, c'est-à-dire que partout on multiplie les comités théodules, les comités de consultation, les hauts conseils, les commissions, les hauts commissariats, etc. Le domaine de la protection sociale en est sans doute aujourd'hui une caricature, c'est-à-dire que plus la protection sociale va mal, plus on a de mal à la financer, plus on multiplie les hauts conseils de consultation dans tous les sens pour s'entourer d'une multitude d'avis qui évidemment permettent de dire mais la décision impopulaire que nous allons prendre n'est absolument pas dictée par des intérêts immédiats ou des intérêts corporatistes, elle est le fruit d'un grand processus de maturation collective où personne en réalité ne décide et où les avis se neutralisent les uns les autres pour finalement fabriquer une espèce de consensus dont personne ne comprend l'origine, dont personne ne peut assurer la traçabilité. Et il y a évidemment à côté de ce pouvoir de l'injonction paradoxale et de la comitologie, un deuxième pilier qui est la contrainte financière que vous connaissez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un poids du remboursement de la dette publique qui est tel que toutes les décisions collectives, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, sont aujourd'hui préemptées par la question du remboursement de la dette. C'est-à-dire que l'exigence de ce remboursement est telle qu'aucune structure humaine aujourd'hui dans nos pays endettés n'échappe à la nécessité de prendre ce paramètre en compte dans ses décisions. C'est le cas des entreprises qui se disent mais on va avoir une fiscalité qui va augmenter, etc. Donc nous devons aujourd'hui prendre des décisions de gestion qui prennent en compte la contrainte que va constituer le remboursement de la dette publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dette publique est une contrainte qui n'est pas économique, mais qui est politique et qui est fondamentalement sociale. Donc ces deux contraintes, elles ont un poids colossal sur l'ensemble des décideurs, l'ensemble des responsables, sur l'ensemble de la classe dirigeante, de l'élite, comme on dit. Une fois qu'on a bien replacé l'origine de nos difficultés, si vous voulez, c'est-à-dire que d'une certaine façon, les contraintes, elles sont exogènes et elles sont liées très probablement à un grand mouvement de l'histoire que nous vivons aujourd'hui. Il faut quand même revenir au sens de ce qu'est une élite et au sens de ce qu'est le mot responsable. Responsable au sens de la personne qui exerce une responsabilité collective. Son rôle est, comme on le dit, je ne vais pas vous égrener les slides habituels de Roland Berger ou de KPMG. Le rôle des responsables, c'est de donner du sens, décrypter le sens, etc. Ça, nous le savons tous. Mais aujourd'hui, nous avons, de ce point de vue, une responsabilité particulière. Parce que nous vivons un bouleversement de la tectonique des plaques sociales. Ce bouleversement de la tectonique des plaques sociales, ça s'appelle l'aspiration, je vais utiliser là encore des mots creux, mais je vais essayer de les remplir. Ça s'appelle l'aspiration à la démocratie liquide. Je vais prendre le problème de façon très simple. Les salariés que nous recrutons à 25 ans, sortir du diplôme, ils sont habitués à avoir une vie permanente beaucoup d'entre eux sont habitués à avoir une vie permanente de collaboration, de partage de savoir, de partage de perception dans une immédiateté à travers notamment les réseaux sociaux numériques. On a l'habitude de croire que les réseaux sociaux, c'est une invention de Facebook et d'Internet. En réalité, la sociologie des réseaux sociaux, elle existe depuis les années 50 et ça fait quand même un certain nombre d'années que notre société se projette intellectuellement dans une organisation sociale autre que le système pyramidal qui fait qu'on prend une décision en haut et elle est répercutée en bas par une série de maillons qu'on appelle les cadres, les encadrants, les managers, les dirigeants, tout ce que vous voulez. On vit aujourd'hui avec une population qui arrive, des générations qui arrivent, qui ont été formées à un tout autre schéma et à un tout autre paradigme. Pour aller vite, notre construction intellectuelle, à nous tous ici dans cette salle, probablement, a été celle de l'enseignement classique, qui est un dérivé de la rationalité cartésienne telle qu'on la projette depuis le XVIIIe siècle. C'est-à-dire la raison qui se constitue seule dans sa chambre, en examinant l'ordonnancement mathématique du monde et en essayant de reproduire partout où elle passe une logique mathématique qui est fondée sur une compréhension individuelle, essentiellement intellectuelle,
est fondée sur des forces qui sont organisées par des lois qui les font bouger entre elles. Nous glissons petit à petit vers un paradigme fondamentalement différent. La rationalité cartésienne qui s'est imaginée universelle et intemporelle est en train de s'évanouir au profit d'un paradigme beaucoup plus biologique, beaucoup plus lié au bouillonnement de la vie. Ce qui marche aujourd'hui, c'est la viralité, c'est la transmission des impressions, du savoir, des découvertes de façon très immédiate entre chaque membre du corps social par des partages sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On n'est plus du tout dans une approche, dans une construction intellectuelle qui est verticale. On est dans une construction intellectuelle qui est fondamentalement horizontale. Et aujourd'hui, le savoir, il se transmet dans cette espèce de spirale permanente du grand mouvement biologique des forces sociales. C'est-à-dire que nous passons d'une organisation verticale à une organisation horizontale. Et il y a aujourd'hui une allergie fondamentale dans la société à tout ce qui est construction de l'autorité à partir d'une logique verticale. C'est l'exemple de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes où quelqu'un a décidé que, et finalement les gens vont s'installer en disant « nous refusons cela ». On a eu des signes précurseurs de cette volonté d'avoir une autre façon de prendre des décisions dans les années 70-80. Aujourd'hui, cette vision, elle s'est généralisée à l'ensemble des générations qui arrivent. Et il me semble qu'aujourd'hui, on ne peut plus imaginer dans ce monde-là une classe dirigeante, c'est-à-dire une élite, qui ne prenne pas en compte l'aspiration de ces forces productives à renverser le schéma d'organisation et à se positionner dans son exercice d'autorité et dans sa façon de prendre des responsabilités sur un paradigme différent de celui de l'organisation verticale des forces productives. J'en débouche, parce que je parle probablement trop, sur les grands piliers de ce que je pense être une éthique de la délibération dans un monde liquide ou dans un monde organisé sur des principes horizontaux. Il me semble que, d'abord, je voudrais dire le risque qu'il y a à ne pas prendre en compte cette logique, c'est qu'on voit bien que petit à petit, les organisations qui ne s'adaptent pas à ces nouvelles aspirations de leurs collaborateurs, de leurs salariés, de leurs fonctionnaires, sont des organisations qui s'exposent de plus en plus à un risque social interne, soit de celui du conflit, soit de celui de l'absentéisme. Et il faut rappeler ici que les indemnités journalières de la sécurité sociale coûtent 60% plus cher aujourd'hui qu'il y a 5 ans. C'est un signal. Si on revenait aux dépenses d'indemnités journalières d'il y a 5 ans, il n'y aurait pas de déficit de l'assurance maladie en France. C'est quand même le signe, puisqu'on est passé de 8,5 milliards à 13 milliards, c'est quand même un signe qu'il y a aujourd'hui un sujet dans l'adhésion des salariés à la façon dont leurs organisations fonctionnent. Sur ce point, pour répondre à ce risque social, il me semble qu'il y a 5 grands principes à respecter pour une organisation liquide. Et ces principes, je vous les livre pour qu'évidemment ils fassent débat, que vous les modériez ou les corrigiez selon ce que vous sentez. Je pense que le premier principe d'une éthique de la délibération et de la décision dans une organisation, c'est d'abord la transparence de la décision. Transparence dans tous les sens du terme, c'est-à-dire une transparence sur les objectifs, sur les valeurs, sur les missions, et en ayant une claire explication et une claire compréhension des contraintes qui pèsent sur l'organisation. Alors, je vais prendre l'exemple de la rémunération des dirigeants dans les entreprises du CAC 40, qui est la tarte à la crème et qui permet de bien comprendre. Est-ce qu'il faut interdire à un dirigeant de gagner 5 ou 6 millions d'euros par an ? Moi, j'en suis pas sûr. En revanche, je pense que c'est important qu'il y ait une transparence, ce que les anglo-saxons appellent le say on pay. C'est-à-dire que le dirigeant qui bénéficie de ce salaire soit en position de venir devant son assemblée générale d'actionnaires, expliquer pourquoi il fixe cette rémunération et à quoi elle correspond, à quel engagement et à quelle promesse vis-à-vis de l'organisation. Et cette fonction de transparence, elle est extrêmement importante parce qu'elle permet tout de suite de modifier les stratégies d'acteurs. Dans un monde de secret comme est celui de l'organisation verticale,
toutes les décisions les plus égoïstes sont possibles parce que personne n'a à les expliquer. Du jour où vous devez expliquer publiquement et collégialement le sens de votre décision, forcément, vous ne prenez plus la décision de la même façon. Je dis ça parce que je pense que, par exemple, pour les données de santé, il y aurait un intérêt objectif à les rendre publiques. Et je suis convaincu que les stratégies d'acteurs dans le monde hospitalier se modifieraient très rapidement si toutes les données étaient rendues publiques en la matière et si elles pouvaient faire l'objet de toutes les analyses. Monsieur le Président, ne souriez pas comme ça. Je sais pourquoi vous pensez que je dis ça et vous avez en partie raison. Deuxième point, je pense qu'il faut préserver une horizontalité de la décision. Ça veut dire quoi ? C'est l'exemple de l'avion pris tout à l'heure. C'est qu'il faut que l'ensemble des personnes qui sont concernées par une décision puissent avoir un moment où elles s'expriment sur le sens de la décision avant que la décision ne soit prise. Et donc, à un moment donné, il est important que les processus de décision laissent de façon réaliste et pragmatique une place à chaque acteur chargé de mettre la décision en œuvre pour que cette décision soit prise dans des conditions qui paraissent satisfaisantes. Et ce point-là, je pense quand même que c'est le sujet majeur des organisations en France. Et j'ai la conviction intime qu'un des défauts de compétitivité des entreprises françaises tient très largement au fait qu'elles boudent cette pratique et qu'elles s'en méfient très largement. Et je pense que c'est un vrai frein à la productivité. Un troisième pilier de l'éthique de la délibération me semble être celui d'une logique de collaboration. Il est extrêmement important que dans chaque décision collective qui soit prise, les personnes chargées de mettre en œuvre cette décision aient la faculté de collaborer entre elles dans la mise en œuvre de cette décision. Alors, on dispose aujourd'hui d'outils extraordinaires dont personne ne comprend aujourd'hui l'utilité parce que les organisations ne sont pas prêtes à se les approprier. Ce sont les réseaux sociaux d'entreprise. Les réseaux sociaux, alors il y a plusieurs expressions, réseaux sociaux complets, réseaux sociaux affinitaires, réseaux sociaux d'entreprise, qui sont des outils qui permettent à chaque acteur chargé de mettre en place une décision, d'appliquer une décision, de collaborer pour sa mise en place optimale. Quatrième pilier qui me paraît extrêmement important dans une éthique de la décision collective, c'est la logique du reporting et de la mesure d'impact. Mesure d'impact avant la prise de décision. C'est la caricature, la réforme des rythmes scolaires. Quel sera son impact réel si nous prenons cette décision ? Et ensuite, un reporting permanent sur qu'est-ce qui se passe réellement dans l'organisation une fois cette décision prise et une fois que son application commence. Ce reporting, cette mesure d'impact, doivent être faits évidemment dans une logique de transparence. On voit trop souvent, me semble-t-il, dans les organisations, des reportings qui ne concernent que le comité de direction restreint et qui ne font pas l'objet d'une publicité extrêmement large. Or, ce qui est important, c'est que lorsque les collaborateurs participent à la mise en place d'un projet, à la mise en place d'une décision, ils sachent au plus petit niveau quel est l'impact réel de la décision qui a été prise et comment elle se met en place. De ce point de vue-là, il y avait à une époque une mode qui était loin d'être idiote, qui était la mode de la certification ISO 9001. C'est ce qu'on appelle les enregistrements en normes ISO 9001 qui doivent faire l'objet d'une communication publique et qui permettent à chacun de maintenir son implication et le sentiment qu'il a de participer à un projet collectif. Cinquième point sur lequel j'insiste et qui me paraît probablement le plus révolutionnaire dans l'éthique de la décision collective, c'est celui de la transitivité de la gouvernance, qui est un principe très appliqué par les adeptes de la démocratie liquide, pour ceux qui pratiquent la démocratie liquide. La transitivité de la gouvernance, c'est quoi ? C'est que c'est quelque chose qui est incompréhensible dans le monde du service public, malheureusement. Le monde du service public fonctionne sur des logiques de statut, c'est-à-dire qu'un jour, vous êtes nommé, dans le monde hospitalier, directeur d'hôpital, et puis vous ne sortez plus jamais de votre statut. Et en tant que directeur d'hôpital, vous avez une fonction qui vous est confiée et qui ne changera plus jamais. La transitivité de la gouvernance, c'est une notion qui revient sur cet acquis permanent, sur la pérennité de cet acquis. La transitivité de la gouvernance, c'est
les fonctions exercées par chaque collaborateur dans ce grand réseau que constitue l'organisation à laquelle il appartient, les fonctions sont transitives, c'est-à-dire qu'elles évoluent avec le temps et de façon extrêmement irrégulière. Et elles reposent d'abord sur l'expertise qu'il a acquise. J'ai un collaborateur qui est extrêmement doué pour faire du pilotage de gestion. Il sera chef de projet sur le pilotage de gestion. Mais dans 3 ans, peut-être qu'il retrouvera des fonctions qui ne sont plus du tout à la mesure des responsabilités qu'il a exercées. Ou sur certains projets, il sera en position de décision. Sur d'autres projets, il ne le sera pas. Et sur les projets où il ne sera pas en position de décision, il est tout à fait possible qu'il se trouve, d'une façon ou d'une autre, encadré, entre guillemets, par des personnes, des collaborateurs qui ont un grade inférieur au sien. Pourquoi ? Parce que les organisations ne peuvent plus fonctionner autour d'un modèle qui est figé et qui évolue uniquement à l'ancienneté. Et qui part du principe que comme on a été très bon à 22 ans, quand on a fait l'ENA, l'école de Rennes, l'ESSEC ou tout ce que vous voulez, on sera bon toute sa vie sur tous les sujets qu'on rencontrera jusqu'à 60 ans. La logique des organisations de demain, qui seront des organisations agiles, c'est de faire évoluer les responsabilités de façon extrêmement souple, non plus selon des logiques d'organigramme ou de statut, mais sur des logiques de fonctionnalité et d'efficacité de l'organisation. Pourquoi c'est important ce principe ? D'abord, c'est celui qui nous heurte sans doute le plus. Et deuxièmement, parce que d'une façon ou d'une autre, on ne retrouvera l'adhésion des collaborateurs au projet collectif de l'organisation que si et seulement si on est capable de leur offrir des portes d'évolution au cours de leur carrière, indépendamment des concours qu'ils passent ou indépendamment des grades qu'ils parviendront à gagner. Et se reposer sur la richesse des ressources humaines en adaptant les statuts au projet qu'on a et au projet collectif qu'on porte, je pense que c'est l'enjeu des organisations, spécialement dans la France de demain. Voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Pile poil. Eh bien, écoutez, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je vais commencer. J'ai une question pour vous. Vous avez parlé à un moment donné d'un paradigme de viralité à l'œuvre dans les sociétés contemporaines, avec le souhait d'une organisation qui soit davantage horizontale. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que les écoles de formation des futures élites dirigeantes ont été contaminées précisément par ce paradigme, à votre sens ? Et voilà, y a-t-il dans les écoles de formation une évolution vers ce paradigme ? Alors, je crois que je vais, début juin, publier un livre qui s'appellera « Les 12 agonies françaises », où je vais avoir l'outrecuidance de dire que les grandes écoles françaises sont dans une phase d'agonie. Pourquoi ? Parce que la logique même de la grande école, c'est-à-dire à 20 ans, dès 18 ans, on identifie, faisons-les de façon statistique, il y a 700 000 jeunes par an en France qui arrivent dans une classe de génération. On en sort 70 000 pour faire des classes préparatoires. Et parmi ces 70 000, il y en a grosso modo 35 000 qui font une grande école, dont moins de 10 000 qui font une grande école qui vous permet de commencer votre carrière à 22 ou 23 ans en position de cadre dirigeant. C'est bien ces écoles-là qu'on vise. Ce modèle d'excellence, qui est un modèle fondamentalement aristocratique, et alors il y a des études statistiques qui sont très bien faites, il y en a très peu, mais il y a quelques études statistiques qui montrent comment l'espérance de promotion sociale par les grandes écoles s'est complètement tarie à partir des années 60. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les générations qui sont nées après 1960 sont entrées dans une spirale de rupture dans la promotion sociale par l'école, et notamment par les grandes écoles. Autrement dit, les grandes écoles sont de plus en plus, et plus le temps passe, plus c'est vrai, des lieux où on fabrique de l'élite sociale à partir de la reproduction sociale. Ce modèle-là, il est fondé sur l'exaltation de la rationalité cartésienne. Tu rentres, tu es dans ta chambre, tu as potassé des milliers de bouquins, tu es capable de faire une dissertation en 5 heures sur tout et sur rien, et ce qu'on attend de toi, c'est une capacité rhétorique, une capacité sophistique,
et on ne mesure pas ta capacité à vivre en société, à faire collaborer les autres. Donc on va te recruter pour exercer des responsabilités, souvent de l'encadrement très lourd, sans vérifier que tu as les qualités humaines pour le faire. On va surtout vérifier ton pédigré et ta capacité à ressembler, pour aller vite, au modèle de l'honnête homme du XVIIIe siècle. Cet esprit des Lumières, mais dont nous sommes tous porteurs, hein, ici en tout cas je pense, cet esprit des Lumières n'est plus adapté aux formes de demain que l'excellence prendra. C'est-à-dire que si on regarde aujourd'hui le portrait des gens qui font la prospérité dans le monde, ce sont des gens qui ne sont absolument pas bâtis sur ce modèle. La question de base, c'est est-ce que nos grandes écoles qu'aurait fait Steve Jobs s'il était né en France ? Voilà. Et si Steve Jobs avait voulu créer Apple en France ? Alors il y a un mythe qui circule, je suis à peu près convaincu qu'il est vrai, c'est pour ça que c'est un mythe. Lorsque Michel Pébroux a repris la BNP en 1993, Michel Pébroux est un gars d'une intelligence extraordinaire, qui sait tout sur tout et qui d'ailleurs en est convaincu, et donc ça le dispense d'écouter les autres. Mais cet homme est un génie. Quand Michel Pébroux a repris la BNP, on dit qu'il a envoyé ses équipes d'auditeurs faire le tour, passer au crible tous les investissements que la banque avait fait avant son arrivée. Et visiblement, à une époque, mais je pense que c'est quelque chose comme ça, on découvre qu'il y avait une joint venture entre la BNP et je ne sais plus quel fonds en Californie pour créer une entreprise qui s'appelle Google. Et on dit que la BNP aurait dit, que Michel Pébroux a dit, mais enfin, on ne va quand même pas investir dans une entreprise qui a un nom aussi grotesque. Je suis convaincu qu'on n'aurait pas pu, dans le modèle de nos grandes écoles, fabriquer une Silicon Valley. Parce que les compétences et les qualités qui sont valorisées par l'économie de l'Internet sont à rebours de la rationalité cartésienne qui, pour nous, est l'alpha et l'oméga de l'existence humaine. Ça ne veut pas dire que la rationalité cartésienne est une absurdité. Ça veut dire que dans le monde dans lequel nous entrons, les valeurs, les paradigmes, les attendus implicites que nous avons vis-à-vis de l'élite ne sont plus adaptés à la production économique de demain. Et structurellement, nos grandes écoles devront disparaître pour faire place à un autre modèle, comme l'école de la Troisième République a remplacé le modèle périmé du savoir tel qu'il était conçu avant son arrivée. La Troisième République, c'est la généralisation, l'industrialisation d'un modèle de savoir qui a supplanté un modèle qui n'avait plus de sens. Je pense que demain, nos grandes écoles, alors, certaines essayent d'évoluer, mais je pense que l'idée d'une élite fabriquée à 22 ans n'a plus de sens.